Come put your shoes on, let's go out tonight. There's a genocide ball to attend. Ariane Ascaride et Simon Abkarian, Oui. donc vous êtes tous les deux à l'affiche du nouveau film de Robert Guédiguian, Une histoire de fou. Alors, vous êtes mari et femme dans le film, c'est la première fois, je crois. Au cinéma. Et la Oui. dernière. Et oui, parce que vous avez quand même des idées complètement opposées dans le film. Vous aimez, Oui. vous aimez la famille, mais vous avez des idées qui sont contraires par rapport justement à ce qui va se passer avec votre fils. Et par rapport à l'histoire aussi. C'est ce qui fait la beauté du couple, je trouve, non? D'avoir de temps en temps des dissensions politiques. Enfin, pas trop. Ça reste dans la même famille, mais il y a des divergences quant à la stratégie ou à la manière de faire, quoi. Elle a gardé cette espèce de, peut-être un peu, je sais pas comment dire, d'excessivité, ou en tout cas, elle est la gardienne du temple, quoi. Donc, pour elle, c'est très très important d'avoir transmis et de transmettre, en dehors du fait de la culture, de transmettre aussi un peu la rage. Ça. Vous trouvez que le personnage trouve que son mari est trop passif? Ou est-ce qu'elle l'aime pour ce qu'il a fait aussi? Je pense qu'elle, elle pense pas qu'il est trop passif. Je pense qu'elle comprend exactement sa position. Mais elle a comme ça une... disons que elle a aussi énormément de fierté par rapport à son fils. Mais elle sait que s'ils en sont où ils en sont, c'est parce qu'il y a eu son mari et parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Donc il y a comme ça un lien très très fort, un très très grand amour. Vraiment, j'en suis persuadée. Mais elle n'arrive pas, elle ne peut pas réagir comme lui. Elle ne peut pas. C'est pas possible. Presque c'est dans sa responsabilité d'être celle qui transmet, celle qui demande que ça continue. Alors cette histoire de fou, cette histoire donc de l'histoire, parce qu'on peut dire que c'est l'histoire d'une famille, mais avec un petit H, parce que mais on parle toujours de la grande histoire, et là c'est la petite histoire des gens qui est racontée. Comment vous avez perçu ces personnages par rapport justement à cette grande histoire et à ce que peuvent vivre les gens? Je pense que c'est Simon qui doit Ben, nous, on vient de là. Hein. Dans les familles de là où je viens, du Liban, et même quand j'étais en France, la grande histoire était toujours évoquée avec un grand H, un grand I et un grand S. C'était tout le temps des majuscules, quoi. Ça veut dire que non seulement on n'oubliait pas ce qui s'était passé, parce que, bon, on se rappelle, mais continuer à pratiquer l'interrogation politique, morale et philosophique de notre État, donc de l'État du monde. C'est pas seulement un questionnement sur le destin du peuple arménien, c'est aussi un questionnement de l'État du monde, de l'État du monde dans ses aspects les plus simples, dans ce qui est juste et dans ce qui est injuste. Voilà. Et les gens savent très bien repérer, ont le bon sens de repérer très vite ce qui est injuste et ce qui est juste. Et surtout quand il y a une guerre, ce que les guerres amènent justement, parce que le peuple en général n'y est pour rien, ce sont toujours les dirigeants. Le peuple n'y est pour rien, ce sont toujours les dirigeants, mais le peuple a toujours cette acuité de savoir si ça est juste, si c'est injuste. Je reviens toujours à ça parce que c'est vrai. Nous, on savait très bien, pendant la guerre du Liban, ce qui était vicieux, ce qui n'était pas, par exemple, quand ils tiraient un coup, le canon d'une certaine distance, ça tombait sur un quartier, ils attendaient 4 minutes, le temps que les gens ramassent les blessés, au bout de 4 minutes, ils envoyaient un deuxième obus. Et nous, on savait que ça, c'était injuste. Et quand on connaissait cette injustice, eh ben, on laissait les 4 minutes passer, 8 minutes passer, et ensuite on envoyait les secours. Enfin, c'est un exemple, il y en a mille autres. Comme ça. Oui, voilà. Mais, comment dire, c'est pas aussi simple de dire que le peuple est un troupeau qui suit les décisions des dirigeants. C'est que, de là où je viens, les gens sont hyper politisés, quoi. Pas seulement ma famille, c'est-à-dire que les gens sont au fait de la politique locale, régionale et même mondiale, quoi. Et ils arrivent très bien à dessiner des scénarios, sans qu'ils aient fait d'enquête, mais des scénarios qui sont plus ou moins près de la réalité, des deals que peuvent faire les dirigeants russes et américains lors de la guerre de l'ex-Yougoslavie,
pendant que Poutine est en train de régler ses affaires avec les Tchétchènes. Et ça, on en parlait à la maison. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'époque où ça se passe, à l'époque... enfin, je parle. Non. L'époque où ça se passe, à l'époque de la lutte armée arménienne, où les différents groupes, dont la Sala et d'autres, prennent des armes pour régler le problème, remettre au devant de la scène le problème arménien. Et il y a les Irlandais qui font de même, les Corses qui font de même, les Basques qui font de même, pour parler de ces endroits, les Palestiniens qui font de même. Après, avec plus ou moins aussi de justesse et de morale. Mais ça se passe. Et donc nous, on est au fait. Moi, je sais qui est Bobby Sands, je sais comment a commencé, je sais ce qui s'est passé en 1975 en Corse, quand les Italiens sont venus déverser leurs déchets toxiques sur les plages corses. Je sais que Poniatowski a envoyé 2000 soldats alors qu'il aurait pu très bien parlementer. Je sais tout ça. Et quand vous creusez encore plus loin l'histoire des Corses, vous vous rendez compte que c'est des gens qui partaient au front avec les Bretons pendant la Première Guerre mondiale, qu'ils avaient écrit une constitution bien avant la nôtre, où le droit de vote était accordé aux femmes, enfin tout ça. Mais ça, on le dit parce que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et nous, on subit cette histoire-là en essayant de réécrire une version qui est la nôtre de l'histoire. Et vous, Ariane, ce personnage vous a parlé en tant que femme, avant tout? Femme universelle? Ah oui, j'aime bien ça. Est-ce que c'est une mère universelle pour vous? Il me semble que les mères conscientes sont les mêmes dans le monde entier. Et ce ne sont pas les mères ont cette capacité à un moment donné de rassembler leurs petits poussins sous leurs ailes. C'est pour les protéger des bombes dans quelque monde que ce soit. Et si parfois elles ne le font pas, c'est parce qu'elles sont asservies. Si elles ont la possibilité de s'exprimer tant soit peu, je dis bien tant soit peu, elles se mettent toutes dans une position de combat. Parce que c'est comme ça. Parce qu'une mère, à tout moment, va essayer de faire en sorte que ses enfants puissent vivre, tout simplement vivre, et continuer l'espèce presque, je dirais. Donc oui, c'est une mère comme ça, mais c'est une mère complexe en même temps. Hein. C'est une femme qui, à travers son fils, se dit qu'elle va pouvoir peut-être... ça sublime, quoi. Elle sublime à travers son fils des rêves qu'elle a pu avoir, mais qu'elle n'a pas pu mettre en place, justement parce qu'elle est une femme. Donc elle a une admiration sans borne pour son fils, tellement sans borne que... elle va le laisser, et en même temps elle est d'accord avec lui, mais elle va le laisser aller même beaucoup plus loin, ou en tout cas il va lui échapper. Et c'est à ce moment-là qu'elle va avoir envie de venir le remettre sous son aile, mais les choses sont plus compliquées que ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce sont des situations très compliquées, et puis on ne connaît qu'une version, comme on disait tout à l'heure, et c'est vrai que le fait que Robert Guédiguian fasse ce film, je pense que vous l'avez aussi ressenti comme ça, j'ai trouvé cela très pédagogique, et donc, et en même temps, tous les personnages, on peut s'identifier, parce qu'on est aux portes encore de ça, dans de nombreux pays. Et même nous, on est concernés maintenant par la vague d'arrivants qui viennent justement fuir des pays comme à l'époque les Arméniens fuyaient les Turcs. Et c'est pas fini. Mais c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Et je crois qu'il faut surtout jamais oublier que même pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français se sont retrouvés réfugiés et ils ont été accueillis. Donc il faut peut-être pas oublier ça. Vous voyez, parce que je suis un peu surprise, et pour pas dire en colère, de la réaction qu'il peut y avoir à l'intérieur de la France par rapport à l'arrivée de ces gens. Ces gens sont des gens qui ont des familles, qui ont eu un travail, qui ont eu une maison, qui ont eu une vie. Et d'un coup, le ciel leur tombe sur la tête, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. Et effectivement, pour pouvoir faire en sorte que leurs enfants continuent à exister, eh ben, ils s'en vont. Et c'est à nous à les accueillir, et ils ne vont pas nous submerger. Il faut vraiment arrêter avec ça, quoi. Et la preuve, quand les Arméniens sont arrivés, dans tous les pays où ils sont arrivés, ils se sont intégrés d'une manière absolument extraordinaire. Et surtout, ils nous ont apporté des choses. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Oui. Alors Siban, vous l'avez vécu comme ça, vous aussi, l'arrivée des Arméniens en France ou en Europe?
C'est-à-dire que vous avez senti justement que la génération de vos parents était des gens qui voulaient bien faire et qui en même temps prônaient une bonne éducation à leurs enfants. Qu'est-ce que vous voulez que les gens qui arrivent avec leurs enfants sur le dos, avec 2-3 bouts d'habits qu'ils ont dû choisir à la va-vite, une chaussure ou deux, Soit qu'ils ont détangé. demandé parce que ça pesait trop lourd, faire un choix et partir, qu'est-ce que vous voulez que ces gens nous fassent de mal? Ça, il faudrait qu'on me l'explique. Et même quand on parle de migrants, c'est pas des oiseaux ces gens-là, c'est pas des gens qui migrent parce que l'hiver se termine là-bas et qu'on vient profiter de l'été ici, c'est pas vrai. C'est pas des migrants, c'est des gens qui sont sur les routes, ça s'appelle des réfugiés. C'est des gens qui cherchent refuge. Voilà, c'est des gens qui cherchent un refuge. Alors quand on m'explique par A plus B et qu'on politise l'affaire et qu'on dise que oui, mais déjà en France, il y a pas mal d'immigrés, il y a pas mal de chômage, on prend le pain des Français, etc., etc. Les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas seulement la circulation de l'argent qui s'est globalisée. C'est la circulation des intelligences aussi qui se globalise. Et c'est l'intelligence, c'est ce qui se globalise aussi, c'est les peuples, à un moment donné, c'est à côté, quoi. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Et il suffit de s'asseoir, de prendre des décisions politiques, d'être courageux et de les accueillir. Mais en premier chef, ce qu'il faudrait faire, c'est d'empêcher que les gens qui vivent tranquillement chez eux, d'incendier leur maison et de faire que ce pays devienne une zone de guerre. C'est ça qu'il faudrait faire. Pour des raisons, parce que nous, par exemple, on revient toujours à la cause, pourquoi on est là, etc., on revient toujours à la cause des Turcs. Et à qui profitent ces guerres? On cause toujours à la cause du capital, comme on en est, les gens qui brassent de l'argent à tout prix, qui foutent le feu dans un endroit pour mieux le reconstruire et avoir les contrats de la reconstruction. Et j'en passe et des meilleurs, et ça existe, et c'est aussi cynique que ça. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne laisse pas les gens disposer d'eux-mêmes, même dans leur carré dictatorial. Quand on me dit qu'on est allé en Libye pour sauver les Libyens, ça me fait doucement glousser, quoi. Ça me fait horriblement mal d'entendre un tel mensonge de cette dimension-là. Pareil pour les Irakiens, on est allé parce qu'on avait besoin de détruire et faire fonctionner de l'armement et tout ce qui va autour, toutes les entreprises satellitaires qui œuvrent autour, jusque dans l'armée américaine par exemple, jusque les gens qui font le linge, c'était des sociétés privées. Les gens qui réparaient les camions des soldats américains, c'est des sociétés privées. Donc tout ça, ça représente une économie dont on ne parle pas parce que voilà. Alors on dit, comme Tony Blair qui vient poser avec les gamins en Irak, moi ça me fait gerber ces mensonges-là. Donc on fomente comme ça des guerres. Je n'enlève pas la responsabilité des dirigeants, des fachos qui règnent, comme disait tout à l'heure Robert, qui dirigent d'une main de fer depuis des siècles. Mais c'est pas comme ça qu'il fallait s'y prendre, quoi. C'est pas comme ça qu'il fallait s'y prendre. En tout cas, peut-être que les films de Robert Guédiguian s'y prennent d'une bonne façon. Ça me fait rebondir sur justement, parce que dans les neiges du Kilimandjaro aussi, il y avait déjà les victimes qui essayaient de connaître et de comprendre pourquoi justement la personne qui les avait attaqués et dévalisés, pourquoi il avait fait ça. Et là, dans le film, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est le même processus. C'est-à-dire comment on arrive justement à l'extrême. Et de comprendre. Et ça, le personnage que joue Grégoire. Oui, Grégoire, et qui est un personnage, voilà, justement, qui va chercher à comprendre pourquoi il est victime justement de bourreaux qui sont des bourreaux sans le savoir. Je crois que c'est l'essentiel. Ça devient fondamental d'essayer de comprendre. Et c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous de se positionner comme ça et de non pas se refermer dans son individualité, dans son petit monde, en se disant surtout que rien ne touche mon petit monde. Parce que d'abord, il faut le savoir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc, à un moment donné, il faut savoir pourquoi les choses se passent. Et peut-être avoir un regard bienveillant. Je crois que nous avons perdu cette capacité de bienveillance dans le monde dans lequel nous sommes. Et je ne suis pas du tout une oie blanche. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la compassion ni la charité. Je ne suis pas du tout là-dedans. Mais par contre, la solidarité, c'est une chose qui me plaît beaucoup. Et je me dis que ça peut m'arriver, moi, un jour, qu'il m'arrive la même chose, que je sois obligée de prendre ma petite valise et de m'en aller. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, si vous voulez, il faut peut-être de temps en temps se poser les questions, comme vient de le faire Simon, en disant, écoutez, vous décidez sans prendre à aucun moment l'argument humain
C'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes, ce ne sont pas simplement des pions, ce sont des gens qui ont des vies, ce sont des gens qui ont pensé, ce sont des gens qui ont fait des choses. Donc il faut absolument vraiment recommencer à penser comme ça et à se poser des questions. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous de se lever le matin et d'avoir la capacité de se regarder dans le miroir et de se dire bon, c'est peut-être pas génial ce que j'ai fait, mais enfin, bon, je suis en accord avec ce que je pense, quoi. Voilà. Et que peut-être l'autre à côté n'est pas obligatoirement un ennemi. Et les débats que vous faites avec le public, là, puisque vous rencontrez le public là, depuis quelques Mais vous temps. savez, il y a une chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est que samedi, on faisait un débat, et il y a encore des gens qui disent « Ah, mais j'étais pas du tout au courant de ce génocide, je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. » Ça peut vous sembler surprenant, et ça me semble surprenant, mais ce que ça raconte surtout, c'est à quel point il y a eu un couvercle qui a été mis là-dessus, le déni total qui a été mis là-dessus. Il y a des tas de gens qui ne savent pas pourquoi des Arméniens un jour sont arrivés là. Il y a des tas de gens qui ne savent pas que l'Azala a existé. Et pourtant, c'est pas il n'y a pas très longtemps, c'est dans les années 80. Et ça, je vous avoue sincèrement que ça m'a assez surprise. Donc, Pinar Selek, qui est un auteur turc, qui effectivement est aujourd'hui en exil parce que c'est une femme extrêmement responsable et qu'elle ne peut pas rester dans son pays qui est la Turquie, dit il est essentiel que la création nous aide pour faire entendre ce que nous voulons que les gens entendent, que les gens sachent, et que c'est aujourd'hui, à partir de la création, plus que jamais, que vous pouvez nous aider. Ça, c'est une phrase qu'elle a dit l'autre jour quand on s'est vu, et c'est une phrase qui résonne très fort en moi. Parce qu'en tant que créateur, qu'artiste, je crois qu'on a cette responsabilité-là. oui. C'est quelque chose qui vous incombe. Oui, peut-être. Ouais. Vous êtes content d'être rentré dans la famille Guédiguian? Non, ça m'énerve. Non, mais je savais très bien que vous n'alliez pas me dire le contraire. Mais voilà, mais justement, vous aviez envie. Parce que c'est vrai que vous êtes rentré déjà dans un film précédent. C'est une bénédiction dans le sens où, à un moment donné, bon, moi je suis acteur, il m'arrive de faire des choses plus ou moins engagées ou pas, mais à un moment donné, il faut qu'on se rende utile, quoi. Si l'eau, elle sert que à tirer les chiottes et à prendre des douches, alors qu'on la boit, tout d'abord, on la boit. C'est pareil pour les acteurs. À un moment donné, moi j'ai besoin de me rendre utile à essayer d'améliorer la condition des hommes, à combler cet abîme d'ignorance qui nous sépare d'abord de nous-mêmes, nous de nous-mêmes, et puis les uns des autres, quoi. Et c'est vrai que Robert, quand vous regardez la filmographie de Robert, il y a une absolue fidélité et continuité absolument logique et incontournable dans son œuvre, quoi. Et c'est vrai que de faire partie de ça, moi ça me fait encore plus dresser sur moi-même et me faire plus mériter mon titre d'acteur, voire celui d'homme aussi. Bon, c'est vrai que je viens d'un endroit où on est habitué à se pencher sur la majorité des gens qui sont opprimés et de viser un petit peu la minorité de ceux qui les oppriment. Bon, ça c'est... C'est sans, en plus, sans, non, voilà, comment mais dire, connotation particulièrement politique. C'est ce qu'on appelle une position de classe. Non, mais bien sûr, mais cette idée-là existe bien avant le concept marxiste, etc., qui est hyper intéressant et important pour le fondement de ce que nous sommes en train de vivre. Mais moi, travailler avec Robert et son équipe, parce qu'il y a une bienveillance dans l'œuvre, dans la manière de fabriquer l'œuvre, dans l'œuvre, et l'adresse aux autres, c'est toujours bienveillant. C'est toujours bienveillant, c'est toujours pédagogique sans être didactique et chiant, quoi. Et de dire, voilà, cette histoire-là nous constitue aussi, sachez-le. C'est tout. Et moi, tant que Robert nous dira, bah bien, moi, je serai là. En tout cas, nous, on attend Robert parce qu'il nous attend. Hein, donc, on a fini. Donc, juste un dernier mot, c'était juste pour dire que ce film allait donc... raconter une histoire de fou, mais espérons qu'on se retrouvera un jour pour raconter d'autres histoires, mais pas simplement que des histoires de fou, que le monde progresse. Bien sûr. Merci Ariane Ascaride, merci Simon. On va continuer à essayer d'avancer. Hein. Oui, merci. Merci.